On ouvre ce journal donc avec la qualification de l'équipe nationale du Sénégal en demi-finale de l'Afro-Basket. Les Lions viennent d'éliminer le Nigeria. Ce sera la 21e demi-finale des Lions à l'Afro-Basket. Le Sénégal va retrouver le Mali dans le dernier carré. Un match qui aura un goût de revanche puisqu'en match de poule, les Lions s'étaient imposés avec 10 points d'écart. On en vient maintenant à l'actualité judiciaire. L'ancien ministre de l'Industrie et des Mines, Aly Ngouille Ndiaye, a été entendu ce mercredi à titre de témoin dans l'affaire ArcelorMittal. Il s'agit du règlement à l'amiable d'un contentieux qui a opposé l'État du Sénégal au géant mondial de la métallurgie dans les années 2010. Un arrangement financier portant sur près de 140 millions de dollars, soit plus de 75 milliards de francs CFA. Rappel des faits avec Aminata Mbaresso. C'est un dossier qui remonte aux années 2010, bien avant la chute du régime d'Abdoulaye Wade. C'est une affaire qui opposait l'État du Sénégal à la société ArcelorMittal via la société Kumba Ressources. Cette société devait exploiter le fer de la Falémé. Après rupture du contrat, l'État du Sénégal et ArcelorMittal, l'État du Sénégal a été condamné à payer 49 milliards de francs CFA. Entre-temps, un accord transactionnel a été conclu. En 2014, entre l'État du Sénégal et ArcelorMittal, l'État du Sénégal réclamait 1600 et 300 milliards de francs CFA devant la Chambre de commerce internationale. Mais au final, le litige a été réglé par une transaction fixée à 90 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le dossier refait surface. Le doyen des juges va avoir une idée beaucoup plus claire sur le protocole de paiement des 90 milliards de francs CFA, mais également sur les procédures et voies utilisées pour valider la transaction. Il va également avoir une idée sur la légalité des signatures apposées. Ce mercredi, Aly Ngouille Ndiaye, qui a hérité du dossier en 2014, a été entendu par le doyen des juges à titre de témoin. Pour rappel, à l'époque, il était ministre des Mines et de l'Industrie. Il en sera de même pour Birima Mangara, ancien ministre du Budget, et Amadou Ba, ministre de l'Économie et des Finances à l'époque. Quant au journaliste Doudou Coulibaly, il a été entendu ce mercredi par la division spéciale de la cybercriminalité. Aux dernières nouvelles, notre confrère serait toujours dans les locaux de la cybercriminalité. Pour rappel, son audition fait suite à des publications à propos diffusés en ligne. Doudou Coulibaly est le directeur des programmes de la radio municipale de Dakar, la RMD. On en vient maintenant au bulletin d'alerte précoce aux inondations rendu public par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie sur une échelle qui comporte 4 niveaux. Il n'y a heureusement pas de code rouge, synonyme de vigilance élevée sur la plus grande partie du territoire national. Pas de menace particulière, alors qu'à Dakar, Saint-Louis, plusieurs localités du centre, du sud et du sud-est, on note une vigilance inondation faible. Toutefois, l'ANACIM met les départements de Bakel, Kanel et Matam en vigilance inondation modérée. Plus de détails avec Abdoulaye Diouf, responsable du service prévision et réduction des risques à l'ANACIM. Les services météo de l'ANACIM ont diffusé un bulletin d'alerte précoce de risque aux inondations. Donc c'est un bulletin qui retrace les quantités de pluie qui sont attendues sur le pays, suivant les départements. Et là, les fortes pluies sont beaucoup plus attendues sur la partie sud du pays, en Casamance notamment, vers Kédougou, également en remontant vers Tambacounda et sur la partie centre-sud, en l'occurrence à Kaolack, Fatick et Kaffrine. Mais aussi d'autres quantités de pluie qui peuvent varier entre 50 et 100 mm sur toujours la partie centre-sud, c'est-à-dire au nord de Fatick, Kaolack, mais aussi à l'est du pays, vers Matam et aussi vers Saint-Louis. Sinon, nous avons également émis une carte qui reflète les risques d'inondation qui est attendue sur le territoire. De ce fait,
un risque faible et peut être noté sur la partie centre-ouest vers Dakar, Thiès, Diourbel, mais aussi à Fatick et Kaolack, mais aussi sur la partie sud-ouest à Bignona et aussi à Ziguinchor, le département de Ziguinchor, mais sur la partie est à Tambacounda, Koupentoum et en allant vers Kédougou. Le risque moyen est attendu vers le fleuve Sénégal, sur l'axe Matam-Bakel en passant par Kanel. De ce fait, nous invitons les populations à continuer à suivre les mises à jour des bulletins météorologiques. Ce qui nous amène à Mbour où des rues de la ville sont envahies par les eaux de pluie, des eaux stagnantes qui rendent l'accès à certains lieux de travail et à certaines maisons extrêmement difficiles. C'est le cas à Gounass où la route qui mène vers Saly Carrefour est en grande partie inondée. Les usagers pointent un doigt accusateur sur la municipalité et les députés de la localité. Reportage Ndeye Matidien, Mamadou Gueye. Saly Carrefour, cette route est connue de tous les Mbourois. Après chaque pluie, elle reste inondée et devenant un calvaire pour les chauffeurs clando obligés de se faufiler dans les ruelles. À chaque hivernage, ils augmentent 50 francs sur le prix du transport Gounass Carrefour, fixé à temps normal à 150 francs. Déviation dafa metti da ngay yaangi gëné ci juju bess ndax ñun bëgg nañu liggéey mais amuñu fuñu jaar bu liggéey. À l'arrêt Gounass, ces eaux de pluie ont presque fini d'envahir les boutiques et maisons situées sur la route. Certains propriétaires ont tout bonnement préféré déménager face à cette situation qui n'a que trop duré. La situation est tellement grave. Ça, c'est pas normal du tout. Hein? Vous voyez l'eau au marché, mairie, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il travaille ici? Je ne sais pas si il travaille quoi. Je ne le sais pas. En tant que maire de Mbour, hein? Tu n'as rien fait. Les gérants des quelques boutiques ouvertes disent s'acquitter de leurs devoirs vis-à-vis de la municipalité qui, en retour, est inactive face à leurs problèmes. Les boutiquiers, les mécaniciens, les menuisiers réclament l'eau. Hein? Normalement, ils doivent amener des voitures ou bien on fait ici des canaux. Il lance donc un appel aux députés de Mbour. Mais où est le député de Mbour? Hein? Si ça ne travaille pas, lui, il travaille, n'est-ce pas? Mais tu ne vois pas les députés ni les mairies. Donc qu'est-ce qu'on voit? Gounass n'est qu'un exemple parmi plusieurs rues inondées à Mbour. Pour certains, cette situation met en exergue le défaut d'assainissement dont souffre la commune. Elle doit interpeller l'État du Sénégal, ajoute-t-il. Alors maintenant, dans la commune de Touba, à Daray Ferlo et Firdausi notamment, où l'eau ne cesse de monter dans les maisons et les habitants n'en peuvent plus, des centaines de maisons sont toujours sous les eaux, plongeant les familles dans le désarroi. Face à ce qu'ils qualifient d'abandon total de la part des autorités, les sinistrés donnent de la voix. Un sujet de Pape Mbaye Diao et Talassambe. À Daray Ferlo et Firdausi, des centaines de maisons sont sous les eaux. Les habitants dénoncent un manque total d'aide et de soutien de la part des autorités. Batioumboup, porte-parole des sinistrés. Ce sont les eaux pompées des autres quartiers qui viennent se déverser ici. Toutes les maisons sont submergées. Les familles ont dû quitter leur domicile. Au nom des femmes, Kiné Diouf décrit le calvaire quotidien des familles face aux inondations. Tous nos bagages sont dans l'eau. Nos lits, les matelas et même nos vivres sont engloutis. Sa maison et son école coranique envahies par les eaux, Mortalanger, imam du quartier, dénonce avec fermeté la négligence des autorités. L'eau a envahi mon dara. J'ai dû chercher une autre maison pour loger les talibés. Même ma propre maison est sous les eaux. Il faut que les autorités nous viennent en aide. Autre habitant, Général Diengui, parle d'un manque de considération inacceptable pour les sinistrés.
Les autorités étatiques n'ont aucun respect pour les populations de Touba. Elles vivent une situation très difficile et ni le président de la République ni le Premier ministre n'est venu apporter son soutien. C'est vraiment déplorable. À Feto et Firdausi, dans la commune de Touba, plus d'une centaine de maisons sont encore inondées. Les habitants exigent des solutions durables pour mettre fin à ce cauchemar. Toujours dans cette actualité, allons maintenant à Médina Djahawali, qui est un village qui se situe dans la commune de Ndoga Babakar, département de Tambacounda. Les habitants sont confrontés à d'énormes difficultés en cette période d'hivernage. Routes inondées, manque d'infrastructures de base comme une ambulance pour les évacuations sanitaires suffisant pour qu'ils montent au créneau devant la presse. Écoutons El Haj Fakari Kanouté, un habitant du village, des propos recueillis par Mamadou Diouf. Depuis l'indépendance jusqu'à présent, on peut dire que le village n'a rien reçu des autorités. Le problème majeur, on peut en citer en fait l'éducation. On n'avait que 2 classes construites par l'État et un abri provisoire qui a été construit par les villageois eux-mêmes. Et cette année, on a vu la diaspora avec les membres du village qui ont contribué à construire 2 salles. On peut citer aussi le problème sanitaire de la santé. Il n'y a même pas 2 jours, une femme qui était en état, mais on l'a évacuée à 2h du matin par charrette. Donc, une fois arrivé à Saint-Malo, on l'a évacuée, elle est partie à Tamba, mais finalement, il n'a pas pu, il a succombé, quoi. Elle a laissé un enfant derrière. Donc, ça, c'est ce genre de problèmes que le village rencontre. On a un cas de santé qui est construit par la diaspora et les fils du village, mais qui n'a pas un infirmier pour le démarrage. Donc ça devient inexistant. Nous sommes proches du goudron, mais nous ne sommes pas proches du goudron. Ça fait 5 km, mais en réalité, en hivernage, ça peut faire même 20 à 10 km. Vous-même, vous avez consulté en venant au village que vraiment, on a des pistes dégradées. À l'eau aussi, on a le forage qui est là depuis longtemps. Et dans le mois, on peut constater que les femmes sont très fatiguées. Parce que dans les 30 jours et les 32 jours du mois, les femmes n'ont que l'eau que 10 jours. Donc ça aussi, c'est un grand problème que nous déplorons. Donc ce que nous réclamons à l'État du Sénégal, c'est une considération. L'État sénégalais, nous faisons partie, le village fait partie des villages du Sénégal. Nous ne sommes pas enclavés, mais c'est l'État même qui a enclavé le village. Donc nous sommes des Sénégalais, on doit nous considérer comme des Sénégalais. Aline Sitoé Diatta est arrivé à Ziguinchor. Ce mercredi, le navire a repris la mer hier au départ de Dakar après un mois d'arrêt technique. C'était une demande pressante de la population de la région sud du pays qui est ainsi satisfaite car le bateau est très important dans l'économie locale. Mais certains passagers pensent que le prix des cabines est excessivement cher. Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. Après un arrêt d'1 mois pour carénage, le navire Aline Sitoé Diatta, qui dessert la Casamance, reprend ses rotations. Oui, le bateau a repris aujourd'hui, après 1 mois d'arrêt pour retour de carénage. Il faut noter que le navire Aline Sitoé joue sa partition dans l'activité économique du pays, de la région de Ziguinchor. Donc il a un impact économique très positif. Donc on avait besoin qu'il soit là. Ces passagers qui ont fait le voyage Dakar-Ziguinchor apprécient. Première fois au Sénégal, première fois en Casamance. Comment avez-vous trouvé le voyage? Très bien, très agréable. On a bien dormi, il y a des gens qui sont tombés un peu malades, mais sinon trop bien. Vous n'avez pas eu de mal de mer? Non, moi pas, mais quelques parties de ma famille, oui. Vous venez de quel pays, s'il vous plaît? Moi, je viens de l'Espagne. Mais très bien, et un bon voyage. Et je suis très contente d'être ici, à Ziguinchor. Vous venez de quel pays? De Madrid, d'Espagne. Et vous avez pris le bateau dans de bonnes conditions? Oui, très bien, oui, très contente. Ça s'est très bien passé, le voyage était confortable. Nous avons pris des cabines, donc on était couchés, ça s'est bien passé. Plus de 400 passagers ont fait ce premier voyage dans le sens Dakar-Ziguinchor.
Restons avec le transport maritime pour évoquer cette session de formation organisée et pilotée par l'Agence nationale des affaires maritimes qui tourne autour des conditions d'exercice des fonctions de capitaine, second capitaine et marin artisan à bord des embarcations non pointées qui a démarré à Saint-Louis cette formation. Une session de 5 jours destinée à 400 pêcheurs et qui porte sur plusieurs modules dont la sécurité maritime, la pêche responsable ainsi que les mesures d'urgence à prendre en cas d'accident en mer. El Haj Aboubakar Faye, le directeur des gens de mer, du travail maritime et de la formation à l'ANAM, que je vous propose d'écouter avec Ousseynou Diop. Identifier un certain nombre de modules qui passent par la pêche responsable et la réglementation des pêches. C'est important qu'eux-mêmes ils connaissent la réglementation qui s'applique dans leur secteur, d'autant plus que ça évolue. D'autres modules qui tournent autour de la maintenance préventive en ce qui concerne les moteurs hors bord. Donc c'est important qu'ils puissent savoir à chaque fois que ces situations arrivent, quelle est l'attitude à avoir pour être sauf, mais également sauver la vie d'autres qui sont dans l'activité. Il y a d'autres également modules qui tournent autour de la survie. En cas de sinistre, en cas d'accident, quelles sont les mesures urgentes à prendre pour la sauvegarde de l'équipage. Et essentiellement pour Saint-Louis, qui est dans une zone frontalière, il y a un module qui a été rajouté à ce paquet-là. Parlons maintenant d'un problème de santé publique qui touche quelques 6% de la population au Sénégal, la surdité. Une prévalence qui inquiète les spécialistes en otorhinolaryngologie. Le principal défi est le diagnostic précoce en vue d'une réhabilitation auditive rapide. En tout cas, c'est l'objectif que se sont fixés 25 médecins sortants en ORL qui viennent pour combler le déficit remarqué dans ce secteur au Sénégal. Fatou Bintou Conté, Mohamed Dian. La surdité prend de l'ampleur au Sénégal où le taux de prévalence actuellement est estimé à 8% et devient de l'heure un problème de santé publique. La surdité ou de la malentendance. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème de santé publique. Au Sénégal, nous estimons sur les cohortes hospitalières qu'on est entre 6 à 8% de prévalence de surdité. Et le principal défi demeure le diagnostic précoce chez les enfants. Également, la nécessité et l'intérêt de mettre en place un programme national de lutte contre la surdité. Ça dépend que les ORL sont en train de travailler avec le soutien de l'autorité pour qu'ensemble, le défi majeur va être surtout d'aller vers la sensibilisation. Parce que l'idée, c'est d'être sûr que tout enfant qui naît doit bénéficier d'un dépistage pour être sûr si l'enfant entend ou pas. Et avant les 3 ans, l'enfant doit bénéficier d'une technique d'aide auditive ou de réhabilitation. Cela permettra une réhabilitation auditive rapide des sourds au Sénégal. Et dans le cadre de la prise en charge des techniques chirurgicales, mais également des moyens mis à la disposition de ces patients, il y a surtout la réhabilitation auditive qui consiste à restaurer une audition normale, soit par des appareils, soit par une chirurgie, soit par d'autres techniques de rééducation. Et ça, il y a des efforts à faire à ce niveau. Cette promotion sortante spécialisée en ORL, 25 au total, compte combler le gap et faire face au déficit de médecins en ORL. C'est pourquoi ces médecins demandent leur insertion dans la fonction publique. On est une centaine d'ORL quand même. On est largement en deçà des normes et ce qu'il faut aussi comprendre, il y a une inéquité dans la répartition. La plupart des ORL, je dirais 80%, sont dans la région de Dakar et de Thiès. Nous sommes à ce jour une promotion de 25 ORL fraîchement sortis, dont la majorité sont sénégalais. Donc on attend de l'État qui règle la grande problématique de l'insertion des jeunes médecins, surtout des jeunes spécialistes. Comme dit, beaucoup ont, après un travail acharné de 12 années de médecine, ont du mal à trouver une insertion. Donc il serait important, il serait même primordial que ce soit une politique nationale de santé, l'insertion des jeunes médecins spécialistes, surtout les ORL que nous sommes aujourd'hui. La prévalence de la perte auditive est de plus en plus préoccupante et peut avoir des effets négatifs sur le bien-être. Allons à Tivaouane, à quelques jours du Gamou, les autorités sanitaires mettent les bouchées doubles pour une bonne couverture sanitaire. Les agents du service d'hygiène de Thiès et de Tivaouane sont aux aguets pour démarrer les activités de prévention. 410 éléments du service d'hygiène et plus de 300 jeunes de la ville sainte sont mobilisés. Cheikh Anta Diop, c'est la tire.
Le service régional d'hygiène de Thiès a mobilisé un matériel sophistiqué cette année, des drones, des pulvérisateurs motorisés, des TF-35. Cette dynamique entre dans le cadre global d'une volonté de faire face à l'urgence sanitaire en cette période d'hivernage. Dans la ville, il y a déjà des flaques d'eau. Les gîtes larvaires commencent à se développer avec l'hivernage. On prévoit aussi une inondation probable. Donc ce qui veut dire qu'il faut impérativement renforcer le dispositif de lutte contre les vecteurs animés. Utiliser des drones. Ces drones vont nous permettre de renforcer le dispositif technique. On pourra faire la lutte antivectorielle avec des techniques de pulvérisation spatiale, surtout dans le cadre de la nébulisation, sans pouvoir au moins interdire les populations à aller vaquer à leurs occupations. L'adjoint au gouverneur de Thiès apprécie à sa juste valeur la démarche du service d'hygiène. Nous apprécions la collaboration de la mairie de la commune de Tivaouane, qui a mobilisé plus de 300 agents qui vont en parfaite collaboration avec les agents du service d'hygiène travailler pour en tout cas faire le nécessaire. Capitaine Armand Seck en a profité pour lancer un message aux pèlerins. Nous lançons un appel à la population, aux talibés, de ne pas cuisiner chez eux pour emporter ces aliments avec eux. Parce que déjà on est en période hivernale et le problème qui se pose surtout avec la chaleur, le dispositif de conservation risque d'être perturbé et ça peut entraîner des intoxications collectives. Des équipes sont déjà mobilisées pour faire le tour de l'ensemble des établissements recevant du public pour des contrôles de routine. Dans les 24 mois à venir, l'État du Sénégal va doter dans la région de Ziguinchor 135 villages et 7500 ménages de ces localités en électricité. Ce programme qui concerne les départements de Bignona, Oussouye et Ziguinchor est estimé à quelques 16 milliards de francs CFA. L'annonce de ce programme de désenclavement en termes d'électricité est faite au sortir d'une réunion dirigée par le gouverneur de Ziguinchor. Suivons les explications du responsable de ce programme étatique au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. Un budget de 58 milliards, donc destiné aux 4 régions. Spécifiquement pour la région de Ziguinchor, 16 milliards de francs CFA seront investis pour électrifier 135 villages. Après l'électrification de 135 villages, le projet va accompagner les populations, notamment les ménages, pour permettre leur branchement au réseau. Au total, 7500 ménages en seront bénéficiaires. De plus, donc, dans la mise en œuvre du projet, nous exécuterons un plan d'action genre qui vise spécifiquement à accompagner les femmes pour une utilisation productive de l'électricité. Tout ceci pour impacter la vie quotidienne des populations dans les différents secteurs. Outre que l'éclairage et l'électricité, l'électrification rurale permettra notamment d'amener des améliorations dans les secteurs de la santé, de l'éducation, mais également de l'hydraulique. Oui, le projet est en cours. Comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, nous sommes à un taux d'exécution de 28%. Donc toutes les études préalables aux travaux sont en cours de finalisation. Nous finaliserons d'ici quelques mois le recrutement des entreprises qui sont chargées d'exécuter les travaux. Et la durée des travaux, nous l'espérons sur une durée de 18 à 24 mois. Nous reviendrons ici pour constater la mise en service de l'ensemble des travaux des villages qui seront éclairés. Semences pour permettre aux jeunes agriculteurs du bassin arachidier d'aborder en toute sérénité la présente campagne agricole. Le CNCR, dans le cadre du projet PAM Salouma qu'il conduit dans la région de Kaolack, a remis 150 kg de semences d'arachide et 100 kg d'engrais à ces jeunes agriculteurs. Le projet vise à lutter contre l'exode rural et l'immigration irrégulière, qui constitue une réponse donc à la souveraineté alimentaire. Reportage Ousmane Dem, Tcherno Diallo. Pour cette première étape, les jeunes des communes de Gandiaï et de Mbadaroun ont reçu leur lot de semences. On a assisté à des séances de sensibilisation et une séance de remise de kits au niveau de la coopérative du JIPA de Gandiaï dans le cadre du projet PAM Salouma que le CNCR conduit au niveau de la région, au niveau des 2 départements, Guinguinéo et Nioro. Et là, nous étions ce matin à Gandiaï pour remettre les jeunes des kits pour qu'ils puissent aborder l'hivernage en toute sérénité. Ils ont eu 150 kg de semences arachides et 100 kg d'engrais. Dans la foulée, ils ont été sensibilisés sur ce projet. Parce que le projet cible aujourd'hui plus de 12 communes, que ce soit dans le département de Kaolack,
dans le département de Guinguinéo et dans le département de Nioro. Les jeunes qui ont été sensibilisés vont être accompagnés dans différents aspects, que ce soit la formation, que ce soit la formalisation, avec des subventions et aussi la mise en relation avec le marché pour la commercialisation de leurs produits. Au-delà de favoriser le maintien de ces jeunes dans leur terroir, ce projet va contribuer à l'atteinte des objectifs de la souveraineté alimentaire. Et nous pensons qu'ils ont été bien sensibilisés, ils ont bien compris l'intérêt que Salouma, l'intérêt que le PAM et le CNCR apportent à cette frange de la jeunesse. Et mettre en avant la devise du CNCR, rester ici, travailler ici et réussir ici. Pour rappel, ce projet intervient dans 6 régions du Sénégal. Un mot sur la participation du président Bassirou Diomaye Faye à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, réunion qui se tient dans la 2e ville du pays, Yokohama. Selon les services de la communication de la présidence de la République, le chef de l'État a pris part à la première séance plénière consacrée à la paix et à la sécurité. Le président Faye a plaidé pour un financement prévisible et durable des opérations de maintien de la paix en Afrique. Il s'est également prononcé en faveur d'une réforme du multilatéralisme, d'une gouvernance internationale plus juste et représentative, ainsi qu'un arrimage renforcé entre paix et sécurité et développement. Un mot de sport avant de refermer ce journal avec le championnat d'Afrique des nations de football CHAN 2024. Le Sénégal, tenant du titre, joue son quart de finale ce samedi contre l'Ouganda. Un adversaire qui ne ferme pas le jeu et qui encaisse beaucoup de buts autant qu'il en marque. D'où la recommandation de notre consultant football, Lamine Conté, de l'acculer dans son camp. Pour le technicien, les Lions doivent utiliser un bloc d'équipe haut avec des attaques collectives et répétitive. Synthèse avec Chersad Boudjara. Face à l'Ouganda, un des pays organisateurs du CHAN 2024, qui devant son public marqué encaisse beaucoup de buts, 8 contre 7, le Sénégal est appelé à bien profiter de cette faiblesse pour passer l'étape des quarts de finale. Je suis confiante parce que sortant de 2 victoires après une déconvenue face à l'Algérie, et en plus une équipe qui peut avoir une petite ascendance psychologique parce que n'oubliez pas que cette équipe nous a battu en match de préparation il y a un peu plus de 3 semaines. Cette fois-ci, il faut que Souleymane se résolve à attaquer. L'équipe de l'Ouganda est une équipe qu'il faut attaquer. Pourquoi? Parce que le maillon faible de cette équipe, c'est sa défense, malgré la présence d'un très bon gardien de but. Mais il faudra l'attaquer. Maintenant, là aussi, le problème, le paradoxe, c'est que notre équipe ne sait pas encore attaquer. Il ne manque pas de but. L'Ouganda est très prolixe devant. Ils ont mis quand même beaucoup de buts, mais ils en ont encaissé. Ils ont pris 6 buts en 4 matchs. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on se décide à mieux organiser nos approches offensives. Parce que la clé du match, ce sera bien sûr des offensives bien organisées avec des variantes entre les centres et les infiltrations et chercher également à les provoquer pour qu'ils fassent la faute parce qu'il fait beaucoup de fautes. Mais que les fautes soient des fautes dangereuses. Avec une seule victoire, 2 nuls, 2 buts inscrits, un seul encaissé en phase de poule, les Lions doivent se réinventer offensivement pour venir à bout des craintes puissantes. Que cette équipe ougandaise, je l'ai vu organisée devant des équipes plus fortes qu'elle en 4-5-1, 5-4-1 pour bloquer les espaces, mais malheureusement ils n'ont plus de but parce qu'ils n'ont pas de très bons défenseurs. Mais nous autres, nous ferons face à une équipe qui met beaucoup de vitesse sur les flancs, beaucoup de percussions sur le front d'attaque et qui n'hésite pas à prendre leur chance pour s'en sortir. De ne pas se contenter de bien défendre, mais surtout d'attaquer et de leur faire peur et de les pousser à la faute pour mettre un but. Parce que plus le match s'étire en longueur, plus ils sont confiants avec leur public, leur engagement, même les arbitres subissent la pression. Sur les 2 vagues qu'ils ont eu, les arbitres sont revenus sur des fautes pour leur accord de penalty. Il faut en faire très attention. Le Sénégal, tenant du titre, va-t-il poursuivre son opération reconquête? Réponse ce samedi à partir de 14h.
C'est la fin de ce 20h. Je vous remercie de l'avoir suivi. Bonsoir.